Pour la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, plus de 15 000 jeunes ainsi que des délégations de la sous-région seront mobilisées pour accroître la culture du refus de la corruption chez les jeunes. Dans quelques instants, le développement. La liste des 12 joueurs retenus pour la 3e fenêtre de qualification pour l'Afro-Basket 2025 sont connus et pour le coach Al-Hadji, l'objectif n'est autre que de se qualifier pour la phase suivante. L'expérimentation de la culture du blé à Ménaka a été une réussite et c'est l'œuvre de Mohamed Ag Idoual, un maraîcher de Ménaka. Notre correspondant l'a rencontré dans son champ. Vous en saurez plus dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. Ouverture ce mardi matin de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, initiée par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Cette édition, qui se tiendra du 18 au 25 février 2025, va mobiliser plus de 15 000 jeunes ainsi que des délégations de la sous-région. Elle vise à contribuer à l'accroissement de la culture du refus de la corruption chez les jeunes. Lolo Dibaté, compte rendu. La jeunesse représente une force et un pilier essentiel du changement social. Le monde doit s'unir avec elle en favorisant le principe d'intégrité pour lutter efficacement contre les fléaux de la corruption. La Semaine de la jeunesse, initiée par le CPLC, se veut être une plateforme pour mobiliser les jeunes et leur fournir les outils nécessaires pour agir et se faire entendre. Ces 7 jours d'activité vont contribuer à accroître la culture du refus de la corruption par les jeunes pour l'émergence d'une jeunesse conscientisée sur les enjeux de la lutte contre la corruption. L'objectif principal est recherché, comme l'a si bien dit le maître de cérémonie, est de valoriser les principes d'intégrité et la promotion des actions d'intégration et d'égalité des genres à travers l'implication des jeunes et des femmes comme piliers du changement social. Des conférences débats, des échanges intergénérationnels, des campagnes de sensibilisation et des actions de formation, des activités sportives et culturelles pour renforcer l'esprit citoyen et la cohésion sociale seront organisées et animées par des jeunes. En présence de l'ambassadeur du Canada au Mali, du président du LOCLEI, du ministre en charge de la jeunesse, ainsi que ceux de la justice et des délégations venues de la sous-région, cette 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption honore notre pays. La réunification de toutes ces forces rend la lutte contre la corruption irréversible. La lutte contre la corruption ne saurait être l'affaire des seuls gouvernements. Les organisations de la société civile, le secteur privé, les confessions religieuses, les femmes et les jeunes ont un rôle essentiel à jouer. Et en réalité, nous voyons qu'il y a un changement majeur et qui participe aujourd'hui pour dire réellement que c'est maintenant avec les réformes qu'il y a réellement une lutte contre la corruption. Certains disaient même que l'infraction de corruption n'existait pas, parce que pour exister, il fallait que ce soit perceptible. Tout au long de ces 7 jours, plusieurs activités seront organisées, notamment des séances de sensibilisation, de communication, des plaidoyers et entre autres. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, en collaboration avec la Direction générale de la police, a lancé ce lundi 17 février 2025 une formation de 2 semaines à l'intention des commissaires de police et leurs adjoints sur la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière par les sociétés d'assurance. Cette formation permettra de renforcer la connaissance des participants afin de faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière. Lolo Dibaté nous revient. Les accidents de la circulation routière font beaucoup de dégâts et l'indemnisation des victimes reste un véritable parcours de combattants.
Face à ces constats alarmants, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique renforce la capacité des commissaires de police de Bamako et de la région de Koulikoro afin d'optimiser leur intervention sur le terrain. Nous avons constaté que les PV d'accident de la circulation peinent à être mis à la disposition des compagnies d'assurance qui ont besoin, n'est-ce pas, de ces documents pour pouvoir faire le travail. Si chacun jouait sa partition, il va de soi que les victimes soient indemnisées de façon très rapide et correcte. En matière d'indemnisation, il y a plusieurs intervenants. Il y a d'abord la police et la gendarmerie, il y a la santé, il y a les experts évaluateurs, il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres acteurs comme les compagnies d'assurance, comme je viens de le dire. Donc tous ceux-ci doivent jouer leur partition. Quand nous parlons d'une synergie d'action, il conviendrait de voir comment chacun à son niveau devrait faire quelque chose pour pouvoir mettre à l'aise les victimes. Cette formation met l'accent sur la réaction des forces de l'ordre lors des accidents, le soutien aux victimes ainsi que la gestion des situations d'urgence. Par cette initiative, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité envisage d'améliorer la documentation et la gestion des accidents de circulation routière. Il faut convenir vers surtout les croquis qui sont, n'est-ce pas, établis au niveau des PV. Souvent, les croquis sont manuellement faits, c'est difficile d'apprécier. Donc, l'innovation majeure pour cette formation, nous avons essayé effectivement de voir comment procéder à une informatisation, n'est-ce pas, de ces croquis-là. Grâce à cette initiative collaborative, les deux entités souhaitent non seulement protéger les usagers de la route, mais également offrir un soutien adéquat à ceux qui en ont le plus besoin. Actualité dans un autre registre, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur l'éducation au changement climatique et la formulation d'une politique nationale à l'éducation durable, au développement plutôt durable a eu lieu ce mardi 18 février 2025 au centre de formation des collectivités territoriales à Koulouba. 15 écoles associées de l'UNESCO au Mali bénéficient de cette formation de 3 jours organisée par la Commission nationale malienne pour l'UNESCO, l'UCESCO. Et Mafifame Nounawon, Bakari Dao pour le compte-rendu. Le changement climatique est difficile à gérer à cause des mauvais comportements humains. Chacun est appelé à adopter les bonnes pratiques et surtout dès le bas âge. Consciente de cela, la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO ont initié cette formation sur l'éducation au changement climatique. Ce projet est une contribution à la promotion de l'éducation au développement durable. Les résultats suivants sont attendus. 90% des élèves auront un éveil environnemental par une participation à des activités de traitement, de tri, de déchets et de récupération des emballages et autres. Le changement climatique doit être au cœur des visions prioritaires de protection de l'environnement. L'objectif de cet atelier est aussi de sensibiliser les élèves et apprenants sur les bienfaits des biodiversités, renforcer leurs capacités sur les conséquences du changement climatique et bien d'autres. L'action de l'UNESCO en matière d'éducation et développement durable porte sur 5 domaines principaux. Des politiques à l'appui de l'éducation et développement durable, transformer les environnements d'apprentissage, renforcer les capacités des éducateurs, autonomiser et mobiliser les jeunes, accélérer l'action au niveau local. Chacune des 15 écoles a été dotée de matériaux de jardinage pour que les élèves puissent aimer la nature et s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. L'éducation au changement climatique en milieu scolaire va permettre aux élèves de mieux comprendre ce phénomène. C'est dans ce sens que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale invite les participants à fortement s'impliquer dans cette formation. Ce cadre dédié au développement durable est une occasion d'éducation pour nos élèves à la protection de l'environnement, à la préservation de notre biodiversité. J'ose donc espérer sur l'engagement de tous les acteurs impliqués dans le processus pour l'atteinte des objectifs du projet. Cet atelier de formation sur l'éducation au changement climatique va durer 3 jours. Environ 40 personnes y prennent part.
L'université privée à Loukono de Kabala, l'UPAC, a célébré ce mardi 18 février 2025 la cérémonie de départ de 17 étudiants à Moscou pour leurs études supérieures, plus précisément à l'Université d'État Sud-Ouest de Koursk. Le départ de ces boursiers est le signe d'une bonne coopération entre l'UPAC et cette université russe. Cette cérémonie de départ qui a eu lieu dans l'enceinte de l'UPAC a enregistré la présence du directeur de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. Le point avec Awa Sanogo Ibrahim Dao. Après la signature du partenariat entre l'université privée Aloukone UPAC et l'université d'État Sud-Ouest de Koursk en Russie le 12 septembre 2024, voici le premier convoi d'étudiants qui prendront la route de la Russie le jeudi 20 février 2025 pour une nouvelle formation académique. À cette occasion, les responsables de l'université privée Aloukone de Kabala UPAC ont organisé cette cérémonie. Pour une première fois, nous célébrons le départ de nos étudiants pour la Russie. Cette cérémonie est le résultat du partenariat Mali-Russie, de l'EPAC et de l'Université d'État Sud-Ouest de Koursk en Russie. Cette coopération gagnante-gagnante mérite d'être un solide espoir dans l'espérance de voir nos étudiants contribuer au développement de notre pays. À leur retour, une formation préparatoire de 3 mois a été effectuée à l'UPAC ici, dont nous avons délivré des attestations en langue russe, afin de faciliter l'insertion des étudiants en Russie. Cette université regorge beaucoup de potentialités en matière de formation de qualité. La promotrice de l'université privée Aloukone de Kabala a remercié les parents d'élèves pour la confiance placée en eux et invité les étudiants à rester sereins tout le long de leur apprentissage sur la terre de Vladimir Poutine. Nous demandons aux jeunes étudiants, une fois en Russie, de se comporter en digne fils du Mali, tout en amenant des diplômes honorifiques pour ce Mali. Je dis bien diplôme honorifique pour ce Mali, pour bâtir notre pays. Le porte-parole des étudiants partant pour la Russie a remercié les responsables de l'UPAC pour ce partenariat entre le Mali et la Russie et promet d'honorer leur université et l'image du Mali. Aujourd'hui est un grand jour, car nous partons en Russie pour nos études supérieures dans le cadre du partenariat entre l'université privée Aloukone du Mali et l'université Sud-Ouest de Koursk en Russie. Nous remercions nos parents pour accompagner à réaliser cette opportunité. Chers collègues étudiants, soyons disciplinés et respectons toujours les consignes données par nos encadreurs. Nous ne doutons pas de nos capacités à acquérir de nouvelles connaissances. Après ce convoi, la promotrice de l'université privée Aloukone de Kabala promet d'amener d'autres étudiants en Russie pour une formation professionnelle de qualité. Et dans le cadre de la mise en œuvre des activités du nouveau projet intitulé « Gestion des aflatoxines et des résidus de pesticides à travers le renforcement des systèmes alimentaires agroécologiques pour assurer une santé unique », l'Institut d'économie rurale a organisé ce mardi un atelier de lancement du projet dans la salle de réunion du laboratoire de technologie alimentaire. Cette initiative vise à réduire les contaminations alimentaires pour ces produits. Les détails avec Amadou Diarra et Mantela Ouattara. L'objectif de ce projet est de réduire la contamination de la chaîne alimentaire par les aflatoxines et les résidus de pesticides afin d'assurer une sécurité sanitaire, alimentaire et nutritionnelle optimale. Dans cette optique, l'Institut d'économie rurale a organisé cet atelier pour marquer le début de cette initiative. Donc en un mot, ce projet vise à opter pour des options qui vont nous permettre sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à l'assiette du consommateur, à rendre la matière première saine, à rendre le produit transformé sain et rendre les conditions de conservation de ces produits-là aussi saines.
Ce projet concerne le maïs, l'arachide, le mil, le sorgho et puis le fonio. Le coût du projet, c'est 75 millions pour les 3 ans. Donc, c'est des projets pilotes. Financé par Mike Knight, ce projet se déroulera sur une période de 3 ans, avec plusieurs activités prévues pour garantir une sécurité sanitaire, alimentaire et nutritionnelle. Et les activités qu'on se programme de faire dans ce projet-ci, c'est faire d'abord une enquête d'évaluation des pratiques existantes. On va agir avec l'agroécologie pour améliorer la santé du sol. Les bonnes pratiques de transformation et de conservation aussi seront enseignées. En même temps, il y aura un renforcement de capacité au niveau des jeunes diplômés, des jeunes chercheurs. En plus de cela, donc, il y a un volet aussi dédié carrément à la communication. Les travaux réalisés par l'Institut d'économie rurale et ses partenaires ont révélé la présence de diverses molécules de pesticides dans les denrées alimentaires du district de Bamako et de la zone CMDT. Ce projet vise donc à réduire la contamination des produits agricoles. L'impact de ce projet, c'est vraiment de sensibiliser, de donner des options, des outils aux différents acteurs des chaînes de valeur alimentaire pour vraiment réduire, sinon minimiser l'impact négatif donc, des aflatoxines et de l'utilisation abusive des produits chimiques de synthèse. Les régions de Ségou, Kati et Koutiala constituent les zones d'intervention de ce projet financé par Mike Knight. Je vous le disais dans le titre, direction à présent Ménaka. Depuis longtemps, c'est la culture de riz qui est pratiquée par quelques paysans au bord de la mare de Ménaka. Sans aucune maîtrise de l'eau, ces paysans assistent impuissamment à l'engloutissement de leurs champs par la montée des eaux. Face à cette difficulté, Mohamed Ag Idoual, un maraîcher de Ménaka, a expérimenté cette année la culture de blé. Le moins qu'on puisse dire est que son essai a été un coup de maître. Notre correspondant l'a rencontré dans son champ en pleine récolte. Suivons donc son reportage. Maraîcher de son état, Mohamed Ag Idoual, après les mauvaises expériences de la culture des riz, les leçons tirées de la cherté de la vie, en particulier celle des denrées alimentaires sur le marché, a tenté une nouvelle expérience. Il s'est lancé dans la culture de blé, une première de la région de Ménaka. Ce qui m'a amené quand même à semer du blé ici dans la région de Ménaka, c'est que durant ces dernières années, on a vraiment constaté que vraiment il y a de la charité. Et surtout pour ce qui concerne le grain, les grains coûtent excessivement cher. Donc j'ai décidé vraiment de faire la culture du riz et puis surtout du blé. Parce que ici le blé c'était vraiment rare chez nous. Donc ça m'a vraiment poussé à faire cette culture de blé. Parce que grâce à ça quand même aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que tu as dit, je vois qu'avec ce blé quand même, je vais, au moins ça va me soulager. Pour cette expérimentation, Mohamed a cultivé 0,5 hectares et après des mois d'entretien et de patience, il se prépare selon lui à récolter environ 1,5 tonnes de blé. Ces bons résultats l'encouragent à continuer avec la culture du blé qui peut même se pratiquer 2 fois dans l'année. Et un espace encore plus grand est déjà aménagé pour une deuxième expérience. Bien sûr, vraiment j'ai récolté quand même des fruits de mes efforts, d'autant plus que sur les 90 jours aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis à la phase de récolte et Dieu merci, alhamdoulilah, je vois que quand même vraiment, ça a vraiment réussi, alhamdoulilah. Prenant en compte son succès, il invite les autres paysans à faire de la culture du blé une priorité pour faire de Ménaka une grande région productrice de blé au Mali. Vraiment un message à lancer quand même aux cultivateurs, aux riziculteurs surtout, parce qu'ils sont surtout concentrés sur le riz, tandis que la culture du blé est très simple. Est-ce que vous voyez? Donc je tiens quand même à les appeler et à faire vraiment un appel à l'endroit des travailleurs pour les dire que vraiment de se pencher vers le bleu, d'autant plus que c'est une culture vraiment simple et ça ne prend que 90 jours et on a une terre très riche. Est-ce que tu as vu? Donc pour cela, cette année quand même, essayer de revenir vraiment sur ce blé et ça va vraiment les soulager. Ils vont voir aussi vraiment que, en tout cas, ils vont pas travailler en tout cas
gratuitement. Il a en outre lancé un appel à l'aide aux autorités et aux bonnes volontés pour mieux avoir les moyens de réaliser ses ambitions. Ces images doivent pousser à l'aider à matérialiser son rêve. Belle initiative. Parlons basketball à présent. Le coach Al-Hadji Diko, entraîneur de l'équipe nationale senior homme du Mali, a animé une conférence de presse hier lundi 17 février 2025 au siège de la Fédération malienne de basket pour annoncer la liste des 12 joueurs retenus pour la 3e fenêtre de qualification pour l'Afro-Basket 2025. La compétition se tiendra à Rabat au Maroc du 21 au 23 février 2025. Et pour le coach Al-Hadji, l'objectif n'est autre que de se qualifier pour la phase suivante. Nous vous proposons de l'écouter au micro de notre reporter Alou Sidibé. Bien avant l'annonce de cette liste, il faudra savoir qu'on a travaillé d'arrache-pied pendant un bon moment, en tout cas pour choisir ces hommes en vue de défendre notre chère patrie, le Mali. Tout n'est jamais parfait, mais le maximum a été fait. Et aujourd'hui, les hommes sont prêts pour relever les défis. Un seul, celui de se qualifier lors de cette phase qui constitue la 3e phase FIBA, mais la 2e fenêtre pour le Mali. Nous partons avec un seul objectif, se qualifier, donner cette joie aux plus de 22 millions de Maliens qui attendent. Sur ce, nous avons Sirma Kanouté, qui a été formé au Mali, qui évolue en ce moment en France, en Pro B, du côté de Aix-Maurienne Savoir Basket. Nous avons Kartier Diarra, qui est malien, mais né aux États-Unis. Il a évolué à l'université là-bas. Il joue en ce moment avec Bilbao en Espagne. Nous avons Maman Koulibaly, un pur produit du Mali, qui est encore au Mali. Il joue avec le Stade malien. Nous avons Samba Balaïra, qui évolue dans les championnats français. Nous avons Fali Kanouté, qui est aussi un produit d'ici. Il joue en ce moment avec le DIC. Nous avons Tamanja Di Yuba Konate qui joue avec l'AS Police. Il a été champion d'Afrique U18. Nous avons Ibrahim Diambo qui est aux États-Unis, qui fait partie des vétérans quand même de l'équipe avec bien sûr et le capitaine. Il y a Mamoudou Diarra qui a fait sa formation au Real de Bamako. Ensuite, il est parti pour les États-Unis pour son cursus scolaire. Et en ce moment, il évolue en France. Il y a Aloufa Diarra, lui aussi, qui vient des Cailles pour le stade malien. Nous avons Dad Mondésir Démon, qui évolue en ce moment avec le stade malien. Nous avons Suleiman Berté, qui a commencé avec face au canon, stade malien, et qui est du côté de la France. Enfin, nous avons Ibrahim Sherif Haidara, qui est à côté de moi, le capitaine d'équipe. Voilà la liste des 12 retenus pour l'assaut final. Qui flatte le crocodile peut se baigner tranquillement. Fin de ce journal. Bonsoir, à bientôt.